Avant de quitter le port sur de la Terre et de plonger dans l'abîme terrifiant de l'espace, assurez-vous d'être prêt pour ce vol. L'univers est plein de mystères, et il vaut mieux les percer ensemble. Dès maintenant, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification cosmique pour faire partie de notre équipage et ne pas manquer les prochaines expéditions au-delà de l'horizon des événements. Votre soutien est le carburant principal de nos voyages. Attachez vos ceintures, les systèmes sont normaux. Nous commençons le compte à rebours. Les étendues infinies de l'univers recèlent des myriades de secrets non résolus. Dans l'impénétrable obscurité cosmique se cachent des objets étonnants, possédant parfois des propriétés totalement inexplicables. Malgré des années de recherche, nous n'avons fait qu'effleurer la compréhension de la diversité colossale qui nous entoure. Aujourd'hui, nous partons pour une expédition fascinante vers les recoins les plus secrets de la création. Notre chemin commencera aux côtés des légendaires sondes, Voyager, qui sillonnent l'immensité de l'espace depuis des décennies. Nous survolerons nos voisins stellaires les plus proches, y compris le système Alpha du Centaure, puis nous plongerons dans les profondeurs inexplorées de la Voie lactée à la recherche de planètes errantes cachées dans la pénombre. Laissant derrière nous des millions d'années-lumière, nous verrons la majestueuse galaxie d'Andromède, qui attire le regard des scientifiques depuis des siècles. Notre voyage fantastique se poursuivra à travers les vides cosmiques où il n'y a rien d'autre que l'écho du Big Bang. Préparez-vous, nous commençons. Le 15 avril 2021, la station interplanétaire, New Horizon, est entrée dans l'histoire en tant que 5e objet fabriqué par l'homme à franchir la distance de 50 unités astronomiques de notre étoile. Auparavant, cette frontière symbolique avait été franchie par les deux, Voyager, et avant elle, par les sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11. Il est probable qu'aucun de ces vagabonds cosmiques ne reviendra jamais sur sa terre natale. Certains d'entre eux transmettent encore des données, tandis que d'autres se sont tus à jamais dans le silence de l'espace. Bien que le contact avec certains appareils ait été perdu, les Voyagers continuent d'envoyer vers la Terre des informations uniques qui bouleversent nos idées sur les frontières du système solaire. Lorsque ces sondes se sont approchées de l'héliopause, la frontière conditionnelle où le vent solaire entre en collision avec le puissant rayonnement de l'espace interstellaire, les scientifiques s'attendaient à voir une diminution progressive de l'activité. Cependant, les capteurs ont enregistré quelque chose de complètement différent. Au lieu du vide et du silence, les appareils ont rencontré une zone de température et de densité de plasma anormalement élevée. Cette découverte a forcé les astrophysiciens à réviser les modèles de la façon dont notre étoile interagit avec le reste de la galaxie. Il s'avère que le système solaire est entouré d'une sorte de « mur de feu », une barrière géante de plasma brûlant qui sert de bouclier aux planètes intérieures. La température dans cette zone atteint des dizaines de milliers de degrés, mais en raison de la densité extrêmement faible de la matière, l'appareil lui-même n'a pas fondu. Cette barrière retient une partie importante du rayonnement cosmique destructeur, permettant à la vie sur Terre de se développer en relative sécurité. Les Voyagers ont littéralement percé cette enveloppe protectrice, émergeant dans l'océan ouvert et sans protection de l'espace interstellaire, où règnent des conditions physiques complètement différentes. Maintenant que la protection est derrière nous, un abîme inimaginable s'étend devant ces voyageurs artificiels. Le prochain objet majeur sur leur chemin sera le nuage d'Oort, une sphère géante de blocs de glace et de comètes entourant notre système. Mais même à une vitesse de 17 km par seconde, il faudra environ 300 ans à Voyager 1, rien que pour atteindre sa limite intérieure, et encore 30 000 ans pour la traverser complètement. Ce voyage à travers le temps et l'espace démontre la véritable et effrayante échelle de l'univers, où la vie humaine n'est qu'un éclat instantané. En laissant derrière nous le royaume glacé du nuage d'Oort, nous nous retrouvons dans le véritable vide interstellaire. Ici règne le grand silence. Notre prochain objectif est situé à une distance de plus de 4 années-lumière, le système Alpha du Centaure. Pour réaliser cette échelle, imaginez, si notre Soleil avait la taille d'une balle de tennis à Moscou, alors l'étoile la plus proche serait une même balle quelque part à Vladivostok. Nous traversons cet océan colossal de vide, où même les atomes de matière sont extrêmement rares, et où les seuls compagnons restent les photons lointains de la lumière ancienne. En approchant de la destination, nous voyons qu'Alpha du Centaure n'est pas une étoile solitaire, mais une danse gravitationnelle complexe de 3 astres. 2 d'entre eux, Alpha Centauri A et B, tournent dans une valse éternelle, brillant comme notre Soleil. Mais notre attention est rivée sur leur petit frère, la pâle naine rouge Proxima du Centaure. C'est ici, sur l'orbite de cette petite étoile, que se cache un monde qui a enthousiasmé les esprits de toute l'humanité et l'exoplanète Proxima B, un jumeau potentiel de la Terre situé dans la zone habitable. Si nous descendions à la surface de Proxima B, un paysage complètement étranger à l'œil terrestre s'ouvrirait devant nous.
Le ciel ici est probablement peint dans des tons de crépuscule éternel ou inondé d'une lueur cramoisie. Le soleil natal de la planète est suspendu comme un énorme disque rouge à l'horizon, inondant les terres rocheuses de lumière infrarouge. Cependant, cette beauté est trompeuse et dangereuse. Proxima est une étoile au mauvais caractère. Elle émet régulièrement de puissantes éruptions de radiation capables de souffler l'atmosphère et de stériliser la surface, transformant le rêve de vie en une lutte pour la survie. En quittant le voisinage des étoiles les plus proches, nous entrons dans une zone d'inconnus absolue. Dans la pénombre profonde entre les systèmes stellaires se cachent les fantômes de la Voie lactée, les planètes errantes. Ce sont des parias cosmiques, éjectés de leur nid natal par des forces gravitationnelles monstrueuses à l'aube de la formation des systèmes planétaires. Il y en a des milliards, et elles dérivent dans l'obscurité totale, invisibles au télescope, jusqu'à ce qu'elles occultent la lumière d'une étoile lointaine. Ce sont des voyageurs solitaires, enchaînés par la glace éternelle, voyageant à travers le vide sans but ni itinéraire. Imaginez ce que cela fait de se tenir à la surface d'un monde où le soleil ne se lève jamais. Ici, il n'y a ni jour ni nuit, seulement une minuit éternelle sous le dôme d'un ciel étoilé incroyablement brillant qui ne s'éteint jamais. Mais même dans cette crypte glacée, la vie est possible. Les scientifiques pensent que sous les épaisses coquilles de glace de telles planètes peuvent se conserver des océans chauds, chauffés par la désintégration d'éléments radioactifs dans le noyau. Là, dans un isolement complet, des écosystèmes auraient pu se développer sans même soupçonner l'existence de la lumière et de l'univers en dehors de leur monde aquatique. Nous accélérons, laissant derrière nous ces voyageurs solitaires, et l'échelle change. Devant nous se déploie la spirale géante de notre maison, la Voie lactée. C'est une ville colossale de 200 milliards d'étoiles tournant autour d'un centre unique. Et au cœur même de cette splendeur, caché derrière d'épais nuages de poussière et de gaz, rôde la reine sombre de notre galaxie, le trou noir supermassif Sagittarius à astérisque. Ce monstre gravitationnel d'une masse de 4 millions de soleils dirige le mouvement de toute la galaxie, dévorant toute matière ayant l'imprudence de s'approcher trop près. Mais il est temps d'avancer, au-delà des chaînes gravitationnelles de notre maison. Nous quittons la Voie lactée et faisons irruption dans l'espace intergalactique. En regardant en arrière, nous voyons notre galaxie dans toute sa grandeur, un disque brillant entouré d'un halo pâle d'étoiles anciennes et de matière noire. Maintenant, un abîme d'une échelle complètement différente s'étend devant nous. Les distances ici se mesurent en millions d'années-lumière, et même la lumière met des éternités à surmonter ce vide. Nous entrons dans le groupe local de galaxies, où la gravité nous lie à notre voisine la plus redoutable. Droit devant, tel un œil géant dans l'obscurité, grandit la galaxie d'Andromède. C'est la grande galaxie spirale la plus proche de nous, et elle est véritablement colossale. Andromède contient plus de 1000 milliards d'étoiles, 2 fois plus que notre Voie lactée. Depuis des siècles, elle attire les regards des astronomes terrestres, d'abord comme une tache brumeuse, et maintenant comme une structure majestueuse volant vers nous. Ce n'est pas juste une voisine, c'est un prédateur qui réduit inexorablement la distance, se déplaçant à une vitesse de 110 km par seconde. L'étreinte gravitationnelle de ces deux titans est inévitable. Dans 4 ou 5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreront en collision dans une danse cosmique grandiose. Ce ne sera pas un choc frontal au sens habituel, les distances entre les étoiles sont si grandes que les collisions d'astres sont peu probables. Au lieu de cela, les galaxies se traverseront, leurs formes se déformeront, les bras se déchireront et, finalement, elles fusionneront en une galaxie elliptique géante, l'Actomède. Le ciel nocturne de la Terre à cette époque, si elle existe encore, s'illuminera de la lumière de milliers de milliards de nouvelles étoiles. En quittant les limites de notre future maison unifiée, nous réalisons que même la Voie lactée et Andromède ne sont que de minuscules grains de sable dans la structure grandiose de l'univers. Nous faisons partie de l'amas de la Vierge, une métropole géante de galaxies. Ici, des milliers d'îles stellaires sont reliées par des fils invisibles de gravité, formant un amas unique. Si l'on regarde cela de côté, l'univers cesse de ressembler à un éparpillement chaotique d'étoiles. Il acquiert une structure ressemblant au réseau neuronal du cerveau humain ou au système racinaire d'un arbre gigantesque, où chaque point lumineux est un foyer pour des milliards de mondes. Cependant, même cet amas n'est qu'une petite partie de quelque chose de vraiment gigantesque. En 2014, les astronomes ont découvert que nous vivons à l'intérieur de l'Aniakea, ce qui signifie « cieux immense » en hawaïen. Ce superamas de galaxies s'étend sur 520 millions d'années-lumière. Imaginez des rivières infinies de galaxies coulant à travers l'espace, entraînées par l'attraction vers un mystérieux centre gravitationnel connu sous le nom de grand attracteur. Nous ne sommes tous que des grains de poussière dans ce flux, fonçant à une vitesse de centaines de kilomètres par seconde dans une direction inconnue. Mais l'univers ne se compose pas seulement de lumière et de matière.
Entre les fils brillants de cette toile cosmique, des vides effrayants s'ouvrent. Ce sont des zones colossales d'obscurité absolue, où l'on peut ne rencontrer aucune galaxie sur des millions d'années-lumière. Nous plongeons dans le vide du Bouvier, souvent appelé le « Grand Vide ». Son diamètre est de près de 330 millions d'années-lumière. Si la Voie lactée se trouvait au centre de ce vide, nous n'aurions appris l'existence d'autres galaxies que dans les années 1960, lorsque des télescopes suffisamment puissants sont apparus. À l'œil nu, le ciel y serait parfaitement noir. Nous continuons notre mouvement à travers le tissu de l'espace-temps, nous précipitant vers les limites mêmes de l'existence visible. Plus nous regardons loin dans l'abîme, plus nous plongeons profondément dans le passé. La lumière met des milliards d'années à nous apporter les images de ces mondes lointains. Maintenant, nous observons les galaxies telles qu'elles étaient à l'aube de la création jeunes, furieuses et chaotiques. Nous approchons de l'horizon cosmologique, la limite au-delà de laquelle l'œil humain ne peut pénétrer parce que la lumière de là-bas n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir depuis la naissance du monde. Et voici que devant nous se dresse le dernier mur infranchissable, le fond diffus cosmologique. C'est la lumière la plus ancienne qu'il soit possible de voir, une sorte de « photo d'enfance » de notre univers, prise seulement 380 000 ans après le Big Bang. Avant ce moment, le cosmos était une soupe de plasma brillante et opaque qui ne laissait passer aucun rayon. Cette faible lueur micro-ondes refroidie imprègne chaque centimètre cube d'espace autour de nous. C'est l'écho d'une naissance grandiose, la trace s'effaçant de ce feu primordial dont tout a surgi, des atomes aux étoiles, des planètes à vous et moi. Notre voyage touche à sa fin, mais l'histoire de l'univers continue. À chaque seconde, l'espace s'étend inexorablement, éloignant les galaxies les unes des autres sous l'influence de la mystérieuse énergie noire. Dans un futur incroyablement lointain, le ciel au-dessus de nos têtes deviendra vide. Les étoiles épuiseront leur carburant et s'éteindront une à une, les derniers trous noirs s'évaporeront et l'univers plongera dans le froid éternel et l'obscurité absolue. C'est la finale probable, la mort thermique. Mais tant que ce moment n'est pas arrivé, nous, petits observateurs sur une petite planète bleue, continuons de regarder vers le haut, essayant de percer les plus grands mystères de cette infinité. Mais si ce que nous voyons est étoiles, nébuleuses, galaxies n'était que la pointe de l'iceberg? La science moderne affirme que la matière qui nous est familière ne constitue que 5% du contenu de l'univers. Le reste est caché dans la pénombre. Nous appelons cela la matière noire, l'échafaudage invisible de la création. Elle n'émet ni ne reflète la lumière, elle nous traverse en ce moment même sans laisser de traces. Nous connaissons son existence uniquement par son ombre gravitationnelle, sans sa masse supplémentaire, les galaxies, y compris notre Voie lactée, s'effondreraient simplement comme des châteaux de sable au vent en raison de l'énorme vitesse de leur rotation. Une force encore plus mystérieuse est entrée en jeu il y a environ 5 milliards d'années. Les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas comme prévu, mais au contraire elle accélère. Une énergie inconnue, nommée énergie noire, gonfle littéralement l'espace lui-même, poussant les galaxies à s'écarter avec une vitesse croissante. C'est une force d'antigravité, dont la nature nous est absolument inconnue. Elle occupe près de 70% de toute l'énergie du cosmos et, finalement, c'est ce qui pourrait conduire au scénario du « grand déchirement », Big Rip, où l'espace s'étirera tellement que même les liaisons au sein des atomes se rompront. Cependant, même ces perspectives effrayantes pourraient n'être qu'une partie d'un tableau bien plus grandiose. La théorie de l'inflation et la théorie des cordes amènent les physiciens à penser que notre univers n'est pas le seul. Peut-être vivons-nous dans un multivers, où notre monde n'est que l'une d'une infinité de bulles flottant dans un océan quantique sans limite. Dans chaque bulle peuvent opérer des lois physiques complètement différentes, quelque part la gravité est plus faible, ailleurs la lumière se déplace plus lentement, et ailleurs la vie est impossible par principe. Si cela est vrai, alors la fin de notre univers ne signifie pas la fin de tout ce qui existe, c'est juste la conclusion d'un chapitre dans le livre infini de l'être. En regardant cette grandeur inimaginable et ce nombre infini de mondes, nous sommes inévitablement confrontés à la question la plus effrayante de l'astronomie moderne, où est tout le monde? C'est le paradoxe de Fermi. Compte tenu de l'âge de l'univers et des milliards de planètes semblables à la Terre, le cosmos devrait foisonner de vie. Nous devrions voir des traces de structures d'astro-ingénierie géantes, capter des signaux de civilisations extraterrestres. Mais au lieu de cela, nos radiotélescopes ne captent que du bruit blanc et un silence froid. Ce silence pourrait être le son le plus fort de l'univers, suggérant que la vie intelligente est un phénomène si rare et fragile que nous pourrions être les seuls observateurs conscients dans cette galaxie. Il existe une théorie effrayante du « grand filtre » qui stipule que sur le chemin du développement de toute civilisation, il existe une certaine barrière infranchissable qui détruit la vie avant qu'elle ne puisse conquérir les étoiles. Peut-être l'avons-nous déjà franchie,
devenant une heureuse exception. Ou peut-être que ce filtre est encore devant nous sous la forme d'une guerre nucléaire, de l'intelligence artificielle ou d'une catastrophe écologique. Cela impose une responsabilité colossale à l'humanité. Si nous disparaissons, l'univers pourrait replonger dans l'oubli du silence, où il n'y aura personne pour admirer sa beauté et résoudre ses énigmes. Nous sommes les yeux de l'univers à travers lesquels il se regarde lui-même. Nous sommes de la poussière d'étoiles ayant acquis la raison. Notre voyage des cavernes au cratère de Mars n'est qu'un instant sur l'horloge cosmique. Mais c'est cet instant qui remplit de sens le vide froid. Que nous soyons seuls ou non, que le cosmos ait un bord ou soit infini, notre objectif reste le même, aller de l'avant, au-delà de l'horizon, là où finissent les cartes. Car tant que nous posons des questions et aspirons aux étoiles, l'histoire de l'univers continue. Et elle est écrite par nous en ce moment même. Parmi le zoo cosmique, il existe des objets dont l'existence même défie le bon sens. Imaginez une étoile plus lourde que notre Soleil mais comprimée à la taille d'une petite ville, par exemple Moscou ou New York. Ce sont les étoiles à neutrons et les restes superdenses de géantes défuntes. Une cuillère à café de la substance d'un tel objet pèse 1 milliard de tonnes, autant que le mont Everest. Certaines d'entre elles tournent à une vitesse folle, faisant des centaines de tours par seconde et émettant d'étroits faisceaux de rayonnement, comme des phares cosmiques. Nous les appelons des pulsars. Si vous étiez à proximité, la gravité vous déchirerait en atomes instantanément, avant même que vous n'ayez le temps de cligner des yeux. Mais même les pulsars pâlissent devant leurs frères encore plus terribles, les magnétars. Ce sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leur champ magnétique est des billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Si un magnétar entrait dans notre système solaire et s'arrêtait à la distance de la Lune, il n'effacerait pas seulement les informations de toutes les cartes de crédit sur Terre, il arracherait le fer de votre sang et romprait les liaisons moléculaires de tout être vivant. Parfois, des tremblements d'étoiles se produisent à leur surface, libérant autant d'énergie en une fraction de seconde que notre Soleil en produit en 100 000 ans. Si nous regardons dans les recoins les plus éloignés de l'espace, nous verrons d'anciens monstres qui ont péri il y a longtemps, mais dont la lumière vient seulement de nous parvenir. Ce sont les quasars, les noyaux actifs de jeunes galaxies. En leur centre siègent des trous noirs supermassifs qui dévorent la matière avec un tel appétit que le gaz qui les entoure chauffe et brille plus fort que des milliers de galaxies réunies. Les quasars sont les objets les plus brillants de l'univers. Certains d'entre eux éjectent des jets de plasma à des millions d'années-lumière, brûlant l'espace intergalactique comme des blasters cosmiques. Tous ces phénomènes naturels démontrent des énergies colossales dont l'humanité ne peut que rêver pour l'instant. L'astrophysicien russe Nikolai Kardashev a proposé une échelle de développement des civilisations. Nous, les humains, n'avons même pas encore atteint le premier niveau. Une civilisation de type I utilise toute l'énergie de sa planète, nous ne contrôlons que des miettes, brûlant des combustibles fossiles. Une civilisation de type 2 est capable de capter l'énergie de son étoile entièrement. Et une civilisation de type 3 devient maîtresse de toute une galaxie, puisant l'énergie de milliards d'étoiles et de trous noirs. Nous sommes au tout début de ce chemin, à un niveau d'environ 0,7. À quoi pourrait ressembler l'ingénierie des dieux? L'un des projets hypothétiques d'une civilisation de type 2 est la sphère de Dyson. C'est une enveloppe géante ou un essaim de satellites entourant complètement une étoile pour collecter 100% de son rayonnement. Si nous construisions une telle chose autour du Soleil, nous aurions tellement d'énergie que nous pourrions démanteler les autres planètes pour obtenir des matériaux de construction ou créer un laser géant pour communiquer avec d'autres mondes. Les astronomes ont déjà remarqué des étoiles avec des scintillements étranges et irréguliers, par exemple l'étoile de Tabi, et certains se demandent sérieusement, voyons-nous une sphère de Dyson inachevée d'une civilisation extraterrestre? Mais même avec une énergie infinie, nous restons prisonniers de la vitesse de la lumière. Les étoiles les plus proches sont à des années de voyage, et les galaxies à des millions d'années. Pour devenir une véritable civilisation galactique, nous devons apprendre à tromper la physique. Le concept de moteur de distorsion, warp drive, ou bulle d'Alcubierre, implique non pas de se déplacer à travers l'espace, mais de déplacer l'espace lui-même. En comprimant l'espace devant le vaisseau et en l'étendant derrière, nous pourrions voyager plus vite que la lumière sans violer formellement les lois d'Einstein. Le vaisseau resterait immobile à l'intérieur de la bulle tandis que l'univers défilerait à toute vitesse. Il existe un autre moyen théorique de tromper l'espace, un trou de verre, ou pont d'Einstein-Rosen. Imaginez l'univers comme une feuille de papier plate. Au lieu de ramper sur la surface d'un bord à l'autre pendant des millénaires, vous pliez la feuille en deux et la traversez. C'est un tunnel à travers le tissu même de la réalité, reliant instantanément deux points infiniment distants. En théorie, en entrant dans un tel portail,
vous pourriez sortir dans une autre galaxie ou même à une autre époque. Cependant, la physique est inexorable, pour maintenir ouverte la gorge d'un tel tunnel et l'empêcher de s'effondrer, il faut de la matière exotique à énergie négative, que nous ne savons pas encore créer. Mais tout jeu avec la gravité et les vitesses supraluminiques a son prix terrible. Einstein a prouvé que le temps n'est pas une constante. Plus la gravité est forte ou plus votre vitesse est élevée, plus le temps s'écoule lentement pour vous. C'est la dilatation gravitationnelle du temps. Si vous risquez de vous approcher de l'horizon des événements d'un trou noir supermassif, pour vous il ne se passera que des heures, mais sur Terre des siècles s'envoleront. En rentrant chez vous jeune, vous trouverez les ruines des villes et les tombes de vos arrière-petits-enfants. Un voyage vers les étoiles est toujours une tragédie, c'est un billet pour le futur, mais sans possibilité de revenir à votre passé, vers ceux que vous aimiez. En regardant l'effrayante perfection mathématique des lois de la physique, certains scientifiques posent peut-être la question la plus provocatrice de notre époque, tout cela est-il réel? L'hypothèse de la simulation suggère que notre univers n'est pas la réalité de base, mais un programme informatique complexe exécuté par une superintelligence. Les arguments en faveur de cela incluent les bizarreries de la mécanique quantique, les particules se comportent d'une certaine manière uniquement lorsqu'elles sont observées. Cela ressemble étrangement à l'optimisation dans les jeux vidéo, où le monde n'est rendu que là où le joueur regarde pour économiser la puissance de calcul du système. Si nous ne vivons pas dans une simulation, alors comment expliquer le fait que nous existions tout court? Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas sur Terre, mais chez les voyageurs glacés qui sillonnent le vide. La théorie de la panspermie suggère que la vie n'est pas née dans nos océans, mais est arrivée de l'extérieur. Les astéroïdes et les comètes qui ont bombardé la jeune Terre il y a des milliards d'années auraient pu apporter des graines de vie, des molécules organiques complexes et des acides aminés congelés dans la glace. Dans ce cas, nous sommes tous des extraterrestres. Nous sommes les descendants d'une ancienne biologie cosmique qui voyage d'étoile en étoile, prenant racine là où les conditions permettent de fleurir. Mais nous sommes à l'étroit dans notre berceau. Le regard de l'humanité est depuis longtemps rivé sur Mars, à notre voisine rouge. C'est un désert rouillé et froid où font rage des tempêtes de poussière à l'échelle planétaire. Mais c'est le seul endroit où nous pouvons nous échapper si la Terre devient inhabitable. Le rêve de terraformer Mars, de la transformer en une seconde Terre, est l'une des idées les plus ambitieuses de notre espèce. Il nous faudra faire fondre les calottes polaires pour ramener les océans et créer une atmosphère dense pour nous protéger des radiations. C'est un travail de plusieurs siècles, mais le premier pas a déjà été fait, nos robots sont déjà là, laissant des traces de roues dans la poussière rouge. Cependant, la vie peut se cacher non seulement sur les planètes, mais aussi sur leurs lunes. Regardez Europe, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne. De l'extérieur, ce sont des boules de glace mortes enchaînées par le froid cosmique. Mais sous leur croûte de plusieurs kilomètres se cachent des océans globaux d'eau liquide, chauffés par la marée gravitationnelle des géantes gazeuses. Il y a là-bas plus d'eau que dans tous les océans de la Terre. Les sondes ont déjà enregistré des geysers jaillissant à travers des fissures dans la glace. Il est fort possible qu'en ce moment même, dans l'obscurité absolue de ces mers sous-glaciaires, nagent des créatures qui n'ont jamais vu les étoiles, mais qui vivent de la chaleur des sources hydrothermales. Dans notre système solaire, il y a un autre endroit qui ressemble effroyablement à la Terre, mais dans un miroir tordu et toxique. C'est Titan, la plus grande lune de Saturne. C'est le seul monde à part le nôtre où des rivières et des mers clapotent à la surface. Mais ce n'est pas de l'eau qui y coule, mais du méthane et de l'éthane liquide. Ici, il pleut des hydrocarbures, et l'atmosphère est si dense et orange que Saturne est presque invisible depuis la surface. La gravité ici est faible et l'air est épais et une personne, en attachant des ailes artificielles à ses bras, pourrait voler ici comme un oiseau au-dessus de dunes infinies de sable glacé, s'il ne faisait pas un froid de -180 degrés. Mais peu importe la distance à laquelle nous volons, nous nous souviendrons toujours où est notre maison. Cependant, la Terre a une date de péremption, et elle dépend directement du Soleil. Notre étoile n'est pas éternelle. Dans 5 milliards d'années, le carburant hydrogène dans le noyau s'épuisera et le Soleil commencera à mourir. Il se transformera en une géante rouge, gonflant jusqu'à des tailles monstrueuses. Son enveloppe extérieure engloutira Mercure et Vénus, puis atteindra la Terre. Les océans bouilliront, l'atmosphère brûlera et notre planète bleue se transformera en un rocher calciné tournant à l'intérieur de l'atmosphère ardente d'une étoile mourante. C'est la finale inévitable de notre histoire dans ce système. L'espace, ce ne sont pas seulement des processus lents de déclin, mais aussi des catastrophes instantanées. Le tireur d'élite, le plus terrible de l'univers, ce sont les sursauts gamma.
Ils surviennent lors de l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs. C'est un faisceau étroitement focalisé d'énergie pure qui libère autant de lumière en quelques secondes que le Soleil en produira dans toute sa vie. Si un tel faisceau, lancé depuis une galaxie lointaine, frappait accidentellement la Terre, il détruirait instantanément la couche d'ozone. Le faisceau lui-même ne nous brûlerait pas, mais sans ozone, le rayonnement solaire stériliserait la surface de la planète, tuant tout être vivant. Et le plus effrayant est que nous ne verrons pas son approche, car il se déplace à la vitesse de la lumière. Dans les équations mathématiques de la relativité générale, il existe un autre objet fantomatique que personne n'a jamais vu, mais qui théoriquement doit exister. C'est un trou blanc. Si un trou noir est un abîme dont il est impossible de s'échapper, alors un trou blanc est un objet dans lequel il est impossible d'entrer. Il fonctionne en expiration, expulsant continuellement de la matière et de l'énergie dans l'espace, et rien, pas même la lumière, ne peut pénétrer à l'intérieur depuis l'extérieur. Certains physiciens suggèrent audacieusement que le Big Bang lui-même fut le moment de la naissance d'un trou blanc géant, duquel s'est déversé notre univers. Revenons là où nous avons commencé voyager. À leur bord est fixé peut-être l'artefact le plus touchant de l'humanité, le disque d'or. C'est une bouteille à la mer lancée dans l'océan cosmique. Sur le disque plaqué or sont gravés les sons de la terre, le bruit de la pluie, le battement d'un cœur humain, le rire, les pleurs d'un enfant et des salutations en 55 langues. Y sont également cryptées les coordonnées de notre Soleil par rapport au pulsar et un diagramme d'un être humain. Ce disque est conçu pour durer 1 milliard d'années. Il est fort probable qu'il survivra à la Terre elle-même et deviendra le seul monument attestant que nous avons un jour existé, rêvé et aimé. Pour réaliser vraiment à quel point nous sommes jeunes, compressons l'histoire de l'univers en une année civile. Le Big Bang se produit à la première seconde du 1er janvier. La Voie lactée ne se forme qu'en mai. Notre Soleil et la Terre n'apparaissent qu'en septembre. La vie primitive dans les océans naît fin septembre, mais ne sort sur la terre ferme qu'à la mi-décembre. Les dinosaures règnent sur la planète à partir du 25 décembre et s'éteignent le 30. Et toute l'humanité? Nous apparaissons sur cette scène le 31 décembre, quelques minutes avant minuit. Toute l'histoire enregistrée, tous les rois et toutes les guerres, ce sont les 14 dernières secondes de l'année cosmique. Mais que se passera-t-il l'année prochaine? Les prévisions des physiciens pour le futur lointain glacent le sang. Dans des billions d'années, lorsque s'éteindront les dernières naines rouges, arrivera l'ère de dégénérescence. Dans l'univers, il ne restera que des cendres refroidies d'étoiles, des naines brunes et des trous noirs. Mais même la matière morte n'est pas éternelle. Les théories prédisent la désintégration du proton, la substance même dont sont faits les planètes et les restes de vaisseaux commencera à s'effriter en particules élémentaires. Tous les objets solides se dissoudront simplement dans le vide, ne laissant derrière eux qu'un gaz raréfié de leptons et de photons. À la toute fin, après un gogol d'années, un suivi de 100 zéros, même les trous noirs supermassifs s'évaporeront. Ce phénomène s'appelle le rayonnement de Hawking. Le dernier trou noir disparaîtra dans un éclair brillant et l'univers plongera dans un état d'entropie maximale. Ce sera une soupe éternelle, immuable et froide de photons avec une énorme longueur d'onde. Le temps perdra son sens car plus rien ne se passera. L'espace deviendra un cimetière infini de lumière, où plus jamais ne naîtra une seule étoile et ne surgira une seule pensée. Et pourtant, ces images sombres ne sont que des prévisions basées sur nos connaissances actuelles et limitées. Peut-être l'univers est-il cyclique. La théorie du « grand rebond » dit que l'expansion sera remplacée par la contraction, et que tout reviendra en un point unique pour exploser avec un nouveau Big Bang, donnant naissance à un nouvel univers avec de nouvelles lois. Ou peut-être que la vie intelligente, ayant atteint un niveau technologique divin, trouvera un moyen de redémarrer les étoiles ou de créer une nouvelle bulle de réalité, s'échappant d'un monde mourant. Nous ne connaissons pas la fin de cette pièce car nous sommes encore au premier acte. Pour l'instant, nous sommes ici. Nous sommes la façon dont le cosmos apprend à se connaître lui-même. Nous sommes faits de poussière d'étoiles provenant d'astres explosés, et maintenant cette poussière a acquis la conscience pour regarder le ciel et demander « Qui suis-je » Notre curiosité, notre élan vers l'horizon, nos télescopes et nos fusées ne sont pas juste un caprice. C'est l'instinct de la vie elle-même, cherchant à s'échapper de son berceau. Et tant qu'au moins une personne regardera les étoiles. Thank you for subscribing.